Les voici. Un tableau de famille. L'époque, XIVe siècle. Le lieu, la France. Le roi, Philippe IV. La France est alors le plus puissant des royaumes d'Occident. Le roi a une réputation de beauté légendaire qui s'accole à son nom. Il restera Philippe le Bel. Auprès de lui, ses trois fils, tous trois majeurs, Louis de Navarre, dit le Hutin, ou si vous voulez le disputeur, le confus. Philippe, comte de Poitiers. Et Charles de France. Leurs épouses respectives se tiennent au deuxième rang. Marguerite, fille du duc de Bourgogne, derrière le Hutin, son mari. Jeanne, héritière de la comté de Bourgogne, qui sera plus tard la Franche-Comté, derrière Philippe, son époux. Et enfin Blanche, sa sœur cadette, mariée à Charles de France. Ces deux dernières sont les filles de Mahaut d'Artois, veuve du comte palatin de Bourgogne, car il y a deux Bourgognes, le duché, la comté. Mahaut d'Artois, la voici, au plus haut rang. Il y a 12 pairs du royaume, elle est l'un d'eux. Elle est comtesse père d'Artois. Son neveu Robert, aisé à reconnaître, c'est un homme écarlate du pourpoint jusqu'aux bottes. Il est couleur de sang et le sien est généreux. Tous descendent au 2e, 3e ou 4e degré du roi Louis IX ou de son père. Ils sont la race de Saint-Louis. Voici encore les deux frères du roi. Le bouillant Charles, comte de Valois, comte de Romagne. Il est aussi empereur titulaire de Constantinople. Et le sage Louis, comte d'Évreux. Le reste n'est pas d'aussi haut lignage. Il y a là des grands serviteurs de l'État, le coadjuteur du royaume, Enguerrand de Marigny, le garde des Sceaux, Guillaume de Nogaret, quelques barons, conseillers, évêques, et un banquier lombard, Spinello Tolomei, qui d'un œil surveille les affaires du royaume. Pour Philippe le Bel, la grandeur de la France prime tout. Il a découragé tous ses ennemis extérieurs. À l'intérieur, aucune richesse n'échappe à sa main. Dévaluation des monnaies, spoliation des fortunes, impôts écrasants. Tout doit s'incliner, plier ou rompre devant l'autorité royale. Il a même fait élire un pape français qu'il a installé de force en Avignon. Mais l'idée nationale loge dans la tête de ce prince impassible et cruel pour qui la raison d'État domine toutes les autres. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête, l'ordre souverain des chevaliers du Temple. Cette colossale organisation, à la fois militaire, religieuse et financière, devait aux croisades dont elle était issue sa gloire et sa richesse. Philippe le Bel a fait instruire contre le Temple le plus vaste procès dont l'histoire gardera mémoire. 15 000 inculpés, 7 ans de procédure, de torture, d'infamie. Enfin, cette blonde princesse un peu à l'écart, c'est Isabelle, épouse d'Édouard II d'Angleterre, la seule fille de Philippe le Bel. On l'appellera plus tard la Louve de France. Elle est une reine triste de l'autre côté de la Manche. Regardez, Robert d'Artois a quitté sa place. Il s'apprête à la rejoindre. Il est en route pour Westminster.
ne dois plus dire bien, car je n'en ai ni peu ni rien. Car je n'en ai ni peu ni rien. De touchantes paroles, en vérité. On les croirait tout juste faites pour moi. Madame, madame, votre fils a parlé. Vraiment, qu'a-t-il dit? Il a frappé la table et il a dit « je veux ». J'aime ce premier mot. Ces paroles de roi. Puisqu'il commence à parler, je demande qu'on ne l'encourage pas à prononcer des niaiseries, comme on fait d'ordinaire avec les autres enfants. Vous saurez aussi lui enseigner, dès qu'il pourra l'entendre, qu'il est de France, autant que d'Angleterre. Et vous direz chaque soir devant lui la prière au roi Saint-Louis, mon aïeul. Monseigneur Robert d'Artois. Alors, messire mon cousin, avez-vous fait bonne traversée? Exécrable, madame. Horrifique. Une tempête à rendre les tripes et l'âme. J'ai cru ma dernière heure venue, si bien que je me suis mis à confesser mes péchés à Dieu. Par chance, il y en avait si grand nombre que le temps d'en dire la moitié, nous étions arrivés. Il m'en reste assez pour le retour. Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles-sœurs sont des putains. Ce serait donc vrai? Quoi, Jeanne? Et Blanche aussi? Blanche, j'en suis assuré. Pour Jeanne, plus de rouerie, mais pas plus d'innocence. Oui, madame. Vos 3 frères sont cocus. Cocus comme des manants. Avez-vous des noms? Des silhouettes. Les nuits où votre frère Louis de Navarre est absent, la tour de Nesle demeure éclairée jusqu'au matin. On en a vu sortir des hommes qui ne sont sûrement pas des moines et qui visiblement ne viennent pas de chanter le salut. Et puis des joyaux disparaissent de la cassette de votre cousine Marguerite, qui sont échangés chez un banquier lombard contre des poignards de Damas. Mon cousin, si ce que vous m'annoncez est sûr, je ne tolérerai pas. Je ne tolérerai pas que ma famille soit objet de risée. Les barons de France, croyez-le, ne le supporteront pas non plus. En avez-vous parlé au roi, mon père? Ah, ma bonne cousine. Vous connaissez le roi Philippe mieux que je ne le connais. Il croit tant à la vertu des femmes. Il faudrait lui montrer vos belles-sœurs vautrées avec leurs galants pour qu'il consentît à m'entendre. Et puis, je ne suis pas si bien en cours depuis que j'ai perdu mon procès. Les rois ont ceci de commun, et rien d'autre. Avec les bourgeois, que les querelles de bornage commandent parfois leurs sentiments. En tranchant en faveur de ma tante Mao de l'attribution du comté d'Artois, le roi, par le mariage de ses fils avec mes putains de cousines, a fait tomber le comté de Bourgogne du côté de la couronne. Je suis donc très important d'avoir été dépossédé. On vous a fait tort, mon cousin, je le sais. Mais précisément, ne pourrait-on pas penser que vous agissez ainsi par vengeance? Mais bien sûr, j'agis par vengeance. L'infortune de vos frères me navre comme elle navre les autres barons, mais elle me sert. On m'a volé l'héritage de mon comté, madame, pour le donner à ma tante Mao. Qu'elle crève. Que la lèpre lui mange la face. Savez-vous ce que c'est qu'un comté, madame? Vous qui êtes reine, ce que c'est que le comté d'Artois, c'est de la terre. De la bonne terre grasse qui colle aux mains et où les bottes s'enfoncent, pourrie de graines et de charognes. Je la veux, cette terre. Vous parliez de mes belles-sœurs, il me semble. Oui, madame. Je me vengerai sur elle de ce que la mère m'a fait. Décidément, je n'aime pas le mot. Lequel? Vengeance? Oui. Il faut être roi pour dire justice. Elles vous haïssent, madame. Il me faut les noms de ces hommes. Je ne peux agir sans cela, obtenez-les. Et je me rendrai à Paris pour faire cesser ce désordre. Alors aidez-moi. De quelle façon? Vous aimez les épouses de vos frères, dit-on. Rien n'empêche que vous leur fassiez des présents. Ce genre de colis fichés qui conviennent aussi bien à des femmes qu'à des hommes.
Des présents que vous leur ferez parvenir secrètement, sans avertir ni père ni époux. Je gage qu'ils ne tarderont pas à changer de main. Nous verrons alors de quelle main il s'agit et vous tiendrez les noms que vous voulez. On m'a livré cette aumônière ce matin. Voilà bien l'objet qu'un jouvenceau de cœur devrait s'empresser d'accrocher à sa ceinture pour se faire valoir. Demain, j'en commanderai 3 semblables à mon marchand Albizzi. Vous pourrez les apporter en France et les faire tenir aux princesses. Sans qu'on sache que vous m'avez servi de messager. Allez, viens, viens. C'est le roi, mon époux. Depuis 6 ans que je suis mariée, je vis dans les truelles et dans le mortier. Westminster est un chantier. On ne cesse de défaire ce qu'on a fait le mois d'avant. Le roi aime toujours la maçonnerie. Ce n'est pas la maçonnerie qu'aime le roi. Ce sont les maçons. On le dirait, en effet. Ici, les barons disent sire. Et les couvreurs, Édouard. Ma belle cousine, je veux vous servir d'appui. Une reine est la plus misérable des sujettes de son royaume quand son mari ne l'aime point. On attendait de moi que j'assure la descendance. Rien d'autre. Pour l'heure, ce sont les barons d'Espencer qui ont la faveur du roi. Le père gouvernant Hugues le fils qui sert de femme à mon époux. Je suis seule jour et nuit. Ce qu'un roi dédaigne, faute d'en connaître la perfection, d'autres, et non des moindres, en remercierait le ciel. Je songe à ce que je m'impose et me refuse. Isabelle. Non. Non, Robert. Je laisse à mes cousines de Bourgogne le privilège de ce qu'elles appellent sans doute le bonheur. Comme vous lui ressemblez. À qui? Au roi Philippe, votre père. J'attendrai un messager de vous pour savoir s'il faut me mettre en route pour la France. Adieu, mon cousin. Aucun de ces deux hauts personnages ne pouvait imaginer au terme de cette entrevue qu'ils seraient, par l'enchaînement de leurs actes, les premiers artisans d'une guerre entre la France et l'Angleterre. Une guerre qui durerait plus de 100 ans. Ils ne nous condamneront pas, ce n'est pas possible. Nous sommes les 4 derniers. Ils doivent être fatigués de tuer. Et puis, nous ne sommes plus dangereux. Entendu. Le frère Guy Dauphin, à qui il fut enjoint, si l'un de ses frères supérieurs était tourmenté par la chair et se voulait satisfaire sur lui, de consentir à tout ce qui lui serait demandé. Mensonge, mensonge. Entendu. Le frère Hugues de Perrault, qui reconnaît avoir fait obligation aux novices de renier le Christ par 3 fois. Considérant que les accusés ont reconnu, les condamnons au mur et au silence pour le reste de leur jour, afin qu'ils obtiennent la rémission de leurs fautes par les larmes du repentir. Mes frères, je n'ose y croire. On ne nous tue point. Taisez-vous. Vous avez entendu. Grâce, on nous fait grâce. Taisez-vous. Béni soit votre immonde soulagement. Vous avez obtenu ce que n'avaient pu ni les coins, ni le maillet, ni les tirements, ni les tenailles. Vous m'avez redonné l'honneur de croire. Je proteste.
Je proteste contre une sentence inique. J'affirme devant le ciel que l'ordre est saint et que l'ordre est innocent. Vous avouez la sodomie. Sous la torture. Vous avez... J'attire tout. Tout, m'entendez-vous? Je suis Jacques de Molay, grand maître du Temple. Selon la règle reçue de Saint Bernard, nous avons tous lutté pour la garde des lieux saints de Palestine. Nous avons toujours respecté la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. À la guerre, nous avons toujours accepté le combat 1 contre 3 et n'avons jamais chassé d'autre bête que le lion. Regardez-moi. Vous m'avez tout pris, tout changé, tout avili, jusqu'à m'égarer l'âme par la douleur. Mais je me rétracte et je dément. Je l'affirme devant Dieu. Je ne suis coupable que d'avoir menti sous vos tourments. Nous sommes innocents. Et ceux qui disent autrement en ont menti par la bouche. 2 des condamnés sont déclarés relapses. Ils rejettent la justice de l'Église. L'Église les rejette et les remet à la justice du roi. Marguerite? D'autres amants? Mais vous perdez la tête, messieurs Philippe. Dis-le lui, Jeanne. Vous êtes tous fous. Je ne veux plus être mêlée à vos affaires. Cela finira mal. Si, Blanche, tu verras. Et puis je ne veux plus me compromettre à plaisir pour rien. Il ne tient qu'à toi que ce soit pour quelque chose. De nos 3 maris, c'est le tien qui s'absente le plus souvent. Si Marguerite et moi avions cette chance... Je n'en ai pas le goût. Ou pas le courage. Il est vrai que même si je le voulais, je n'ai pas ton habileté à dissimuler. Et je suis sûre que je me trahirais tout de suite. Madame, vous entendez ce que dit votre sœur? On vous sait l'art de feindre. Marguerite aussi. En vérité, votre frère Gauthier est plus agréable que vous. C'est sans doute qu'il est mieux traité, et j'en suis heureux pour lui. En effet, je suis un bien grand sot de me laisser humilier par une femme qui me traite en valet, m'appelle dans son lit quand l'envie lui en prend, m'éloigne quand l'envie lui passe, et me laisse 5 jours sans me donner signe de vie. Est-il raisonnable de se mettre en telle peine pour 5 jours? Bonjour, mes filles. Eh bien, que comptiez-vous donc? Il faut nous pardonner, sire. Mais nos paroles ne sont guère aisées à vous répéter. Pourquoi cela? C'est que nous disions du mal de vous. En vérité, qui est ce damoiseau? Messire Daunet, écuyer de notre oncle Valois. N'avez-vous pas un frère? Oui, sire. Un frère qui est à Monseigneur de Poitiers. C'est cela, je vous confonds toujours. Quel mal disiez-vous de moi? Jeanne et moi étions d'accord pour vous en vouloir beaucoup, sire mon père. Car voici 5 nuits de suite que nos maris ne nous sont point de service. Tant vous les retenez tard aux séances du conseil, vous les envoyez loin pour les affaires du royaume. Et la 3e, que dit-elle? Marguerite, elle s'enferme, elle fait son œil noir. Et elle dit que vous êtes aussi méchant que vous êtes beau. Eh bien, rassurez Marguerite. Et rassurez-vous, Blanche. Mes fils Louis et Charles pourront vous tenir compagnie ce soir. Aujourd'hui est une bonne journée pour le royaume. Le tribunal épiscopal assiégé. L'affaire des Templiers est effacée des soucis publics. L'œuvre de cette année est parachevée. Il n'y aura pas de conseil cette nuit. Sire, le grand maître s'est rétracté. Venez. Dieu soit loué. Nous l'avons échappé belle. J'ai cru défaillir de peur. Il a l'oreille la plus fine du royaume. Venez, rapprochons-nous des boutiques et quittons cet air de complot. Sire, Monseigneur le comte de Poitiers, qui est en Bourgogne, et Monseigneur Charles, parti tôt pour la chasse, qui n'a pu être joint, n'assisteront pas au conseil. Quant à Monseigneur le comte de Valois... Je l'ai envoyé quérir. Mais le temps presse. Commençons. Le grand maître de l'ordre du Temple et le précepteur de Normandie ont été remis, sire, entre vos mains par la commission de l'Église. Il vous est désormais loisible de disposer d'eux totalement, sans en référer à personne, fût-ce au pape. N'est-ce pas ce que nous pouvions espérer de mieux? Qu'ai-je entendu?
Sire, mon frère. Messire, le portier de Marigny prétend que tout va pour le mieux. Eh bien, je me demande quel jour vos conseillers trouveront que tout va mal. 4 vieillards à demi-mort, dont on affirmait que le sort était réglé, tiennent en échec l'autorité royale. Le peuple hurle à la mort contre les prélats, contre les archers, contre vous, mon frère. Et tout va pour le mieux. Eh bien, soit, réjouissons-nous, puisque tout va au mieux. Monseigneur de Valois doit être mal renseigné. Sûrement moins bien que vous, messire, puisque c'est votre frère l'archevêque qui présidait le tribunal. Sur les 4 vieillards dont parle Monseigneur, 2 seulement ont protesté contre la sentence qui les condamnait. Quant au peuple, tous les rapports m'assurent qu'il est fort partagé d'opinion. Partagé? C'est scandale déjà qu'il puisse être partagé. Qui demande au peuple son opinion? Vous, messire de Marigny? Si les hauts barons, dont vous êtes le plus haut, Monseigneur, s'étaient soumis de meilleur gré aux ordonnances royales, nous n'aurions pas eu besoin de nous appuyer sur le peuple. Nous voyons maintenant le résultat de vos novelletés. Vous avez cru bon d'assembler les bourgeois, les vilains et autres manants pour leur faire approuver les volontés du roi. À présent, le peuple s'arroge le droit de juger. Mon frère, ce ne sont point des assemblées, mais des templiers que, à ce jour, nous nous occupons. Soit. Occupons-nous des templiers. Nogaret. Sire, la chose monstrueuse qui vient de se produire devant Notre-Dame prouve que toute indulgence, toute clémence accordée à des suppôts du diable est une faiblesse qui se retourne contre vous. On laisse à ces chiens pourris une vie qu'ils ne méritent pas. Au lieu de bénir leurs juges, ils en profitent aussitôt pour insulter l'Église et le roi. Les Templiers sont des hérétiques. Hérétiques? Vous-même, messire de Nogaret, n'êtes-vous pas petit-fils de Cathare? Et naguère d'un soufflet, n'avez-vous pas fait tomber un pape? Je dis que les Templiers sont des hérétiques. Étaient, en tout cas. Car si j'ai bonne mémoire, de quelques milliers qu'ils se comptaient en France et que vous avez bannis, roués ou rôtis, il ne vous en reste que 4 en main. Assez embarrassant, je vous l'accorde, puisqu'après 7 ans de procédure, ils viennent encore clamer leur innocence. Nous savons, Monseigneur, que vous avez toujours appuyé les Templiers. Sans doute comptiez-vous sur eux pour reconquérir, fût-ce à la grande ruine de la France, ce trône fantôme de Constantinople, sur lequel il apparaît que vous ne vous êtes guère assis. Père! Oui, taisez-vous. Sire, mon frère, Dieu m'est témoin que je n'ai jamais songé qu'à vos intérêts et à votre gloire. Mon frère, encore une fois, c'est des Templiers qu'il s'agit ce jour. Je vous demande votre conseil. Mon conseil, vous me demandez mon conseil. Eh bien, que ceux qui ont si bien conduit l'affaire jusqu'ici vous inspirent comment la terminer. Pas moi. Louis, votre conseil. Si l'on remettait les Templiers au pape. Taisez-vous, Louis. Bouville. Je réfléchis, sire. Je réfléchis. Nogaret, votre conseil. Que ceux qui sont retombés dans l'hérésie subissent le châtiment des hérétiques. Le peuple. Il attend que vous fassiez un acte de roi, sire. Le peuple criait ce matin pour les Templiers. Il se réjouirait tout autant ce soir de leur supplice. Acte de roi. N'oubliez pas, mon frère, que le grand maître a rang de prince souverain. Toucher à sa tête, c'est attenter au respect qui protège les rois. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés ce soir dans l'île aux Juifs, face au jardin du palais. La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Messire de Nogaret rédigera l'acte. J'ai dit. J'entends que tous ici vous assistiez au supplice. Ceux qui ordonnent doivent aussi regarder. Que notre fils Charles soit lui aussi présent. Qu'on en avertisse.
neveu. Nous venons d'assister à la fin de la chevalerie. Lormet, homme de confiance de Monseigneur d'Artois. Petit vent de sud-est. Le tirage se fera bien. Les deux curés vont griller dans l'allégresse. Le roi et les princes risquent d'avoir des fumées rabattantes. Ça peut leur abîmer le spectacle. Moi, j'ai une affaire à expédier. Un homme de confiance, quand ça a des pattes comme les miennes, on est vite tenté d'en faire un homme de main. Bénis soient les deux hérétiques. Sans eux, nous ne serions pas là ce soir. Qui t'a prévenu? Jeanne, comme toujours. Alors, ils sont beaux, ils sont jeunes et ils sont parfumés. Tu n'as rien surpris qui vaille? Un mot qui leur aurait échappé? Non. Tout est prêt? Oui. Regardez, monseigneur, l'hôtel de Nesle. La lumière dans la tour. Tout est bien. C'est comme le premier jour. Je n'arriverai jamais à y croire. Jeanne t'a dit que Blanche voulait bien? Oui. Que Marguerite t'ait choisi pour amant. Il suffit de te voir et de regarder le hutin. Même hors d'un lit. Mais Blanche, pourquoi moi? Son mari est beau. Il a toute l'apparence du roi. Elle ne m'aime pas d'amour. Elle m'aime pour imiter sa cousine. Eh bien, qu'as-tu, mon beau Philippe? N'es-tu pas heureux de me voir? Je le suis, madame. Encore une nouvelle parure? Quel est le nouveau galant? C'est pour me narguer, sans doute. Que tu es sot, que tu es jaloux, que tu me plais. Tu crois que c'est un présent d'amour? Je te la donne. Maintenant, c'en est un. Marguerite, n'est-ce pas imprudent ce que tu fais là? Mais non. Personne ne sait de qui ces aumônières nous viennent. Nous ne les avons jamais portées. Il suffira d'avertir Jeanne. Alors je ne veux pas que mon bel amant soit moins aimé et moins paré que le tien. Les Templiers. On les emmène au bûcher. Blanche Gauthier, venez voir. Je ne bouge pas, je suis trop bien. Pourquoi ris-tu? Parce que Louis est là-bas
Et que s'il faisait jour, il pourrait nous voir. Écoute. Ils vont brûler. Ils vont griller. Et nous, pendant ce temps, ta main, tes mains, serre. Doucement. Plus fort. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits! Vous serez tous maudits! Jusqu'à la 13e génération! Vorace! Ça pue vraiment trop. Eh bien, mon frère, vous voilà content, je pense. Non, mon frère, je ne le suis point, j'ai commis une erreur. Vraiment, vous en convenez. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. C'est tout de même étrange. Une barque ne se détache pas toute seule. Quelqu'un l'aura prise pour aller au supplice. Eh bien, il nous faudra marcher jusqu'au pont. Ce n'est pas payé cher pour le plaisir que nous venons de prendre. Qui va là? Allez, pas! Carrosse de manière, Gauthier! Au secours! Ok! Non, Gauthier, n'appelle pas ici! Arrêtez! Arrière, mes beaux pandas! Arrière! Alerte, compagnon, alerte! Putain, manchot, maladroit! Alors, on ne sait plus son métier, messieurs les voleurs! Tiens, prends ça, toi! Décidément, on a raison de dire qu'il n'y a plus d'artistes en France! Plus de police non plus, d'ailleurs! Que font-nous pendant qu'on assassine les sergents de Messire de Nogaret? Pas blessé, j'espère. Non. Mais il était temps, sans votre secours. Monseigneur. Par le diable. Mais je vous reconnais aussi, mesdames oiseaux. Les frères Daunay. Les plus jolis garçons de la cour. Du diable, si je m'attendais. Monseigneur, nous ne saurions vous assurer d'assez de grâce. Ah, petite affaire. Petites gens, petits moyens. Heureusement que vous étiez là pour relever la partie. À deux, certes, vous étiez un peu en faiblesse. Mais dès lors que nous étions trois, je suis bien aise d'avoir conservé à mes cousins de Valois et de Poitiers leurs meilleurs écuyers. Mais dites-moi donc, mesdames oiseaux, que faisiez-vous par le diable dans ce fangeux réduit? Nous nous promenions, monseigneur. Vous vous promeniez à cette heure, en ce lieu, avec de la boue jusqu'aux fesses. Vache jeunesse! Toujours en quête d'amour, et le haut de chausse en feu. Matin, bel ornement. Et vous aussi? Vos maîtresses sont sœurs, ma parole, et de bien hautes dames, sans nul doute, et bien généreuses. Monseigneur se trompe, ces bourses nous viennent de famille. Ah, de famille? De famille? Bon, on se taira. Pour l'honneur de vos belles, je vous approuve, mesdames oiseaux. Les dames qu'on baise, il faut en respecter la renommée. Dieu vous assiste. Les frères Daunay. Vous pouvez compter sur mon amitié. Oh! Un conseil. Ne vous promenez plus de nuit avec toute cette joaillerie. Réservez-la au soleil de la cour.
Le crois-tu capable de fermer sa large gueule? Je pense. Ce n'est pas un méchant gaillard. Et sans sa large gueule, comme tu dis, nous ne serions déjà plus de ce monde. Mais que faisait-il là, à pareille heure? Il cherchait des ribaudes. Les Bordeaux ne manquent pas aux rives de la Seine. Viens. Bon, je sais à présent ce que je voulais savoir. Qui est le chef? Moi. Bien, partagez-vous cela. C'est que vous m'avez flanqué un rude coup, monseigneur. Bah, c'était compris dans le marché. Belle affaire, Lormet, que le cul des filles. On peut y trouver un comté. 2000 livres. Est-ce là une somme vous convenant? Elle me convient. J'aimerais donc que les choses fussent réglées au plus vite. Mille dans chacun. Vous voudrez bien, monseigneur, me signer cette décharge? J'aimerais mieux... Que ces reliques ne soient pas vendues en France, mais cela va de soi, monseigneur. Non sono pazzo. Je ne suis pas fou, comme on dit dans mon pays. Non, je voulais dire... Est-ce bien nécessaire d'indiquer la provenance de ces objets? Pour vous, monseigneur, quelle importance? Nul d'autre que moi ne verra cette décharge. Ma profession a ceci de commun avec votre sacerdoce qu'elle exige le secret. Vous confessez les âmes, nous confessons les bourses. Dieu seul sait ce qui est le plus grave. Pour l'acquéreur étranger, savoir d'où tout cela provient est preuve de bonne loi. On savait les Templiers avisés en affaires. Ce ne sera pas trop lourd? J'ai mes serviteurs en bas. On va vous aider. À propos, monseigneur, savez-vous comment le roi, que Dieu le préserve, a reçu mes chiens à lièvre que je lui ai envoyés avant-hier? Comment? C'est de vous que lui vient ce grand lévrier qui ne le quitte plus et qu'il appelle Lombard? Il l'a appelé Lombard. Comme je suis content de l'apprendre. Le roi notre sire a bien de l'esprit. Ah, mon neveu, Guccio Baglioni, nouvellement arrivé de Sienne, tu vas reconduire monseigneur de Marigny et l'aider à porter ceci jusqu'à la rue. C'est que mon oncle, il y a là... Qui donc? Monseigneur Robert d'Artois qui demande à être reçu. Je préférerais ne pas le rencontrer. Certes, monseigneur d'Artois est un grand parleur. Tu veilleras à ce que monseigneur l'archevêque ne rencontre personne. Ah. Quand je pense que ces fonds serviront à fournir votre inépuisable charité, j'en arrive à envier vos pauvres. Coglione. Vaniteux, voleur. Mais avant tout, couillon. Alors, monseigneur, besoin de moi? Oui. 2 choses à vous demander. La première, j'imagine, c'est de l'argent. Chut! Usurier de mes tripes. Est-ce que tout un chacun doit savoir que je vous dois des fortunes? Allons causer dans votre cabinet. Nous parlerons d'abord de la seconde chose. Sinon, je gage que vous feriez la faute de me refuser la première. Ah. Alors, vous devez être bien content ce matin. Pourquoi, monseigneur? Oh, tout de même, les Templiers.
Oui et non, monseigneur. Oh, Ptolomée, qui vous a annoncé voici 7 ans que les Templiers allaient être piégés comme lapins en garenne? Qui vous a conseillé de leur faire quelques solides emprunts que vous ne leur rendrez jamais à présent? Allons donc. Remarquez que je comprends fort bien que vous disiez oui et non. Vous êtes de ceux, vous, les banquiers lombards, qui avaient prêté de l'argent au roi. Et notre bon roi Philippe était aussi débiteur des Juifs et des Templiers. Il les a rôtis les uns après les autres. Et vous êtes 3e de liste. Il se pourrait que je ne sois bientôt plus sur la liste du tout. Et comment cela? La France m'a généreusement accueilli. Je pourrais remettre les dettes du roi de France. Vous? Avec quoi? Avec la dette que je ne rembourserai pas aux Templiers, précisément. Je ne vous dis tout cela, monseigneur, que pour vous montrer que je fais bon usage de vos informations, même si je n'en tire pas toujours un bénéfice. Si nous parlons de vos affaires. Cette fois, je tiens ma tante Mao. Oh, j'ai déjà entendu cela quand vous avez fait procès à votre tante pour l'héritage du comté d'Artois. Vous avez perdu le procès. Moi, j'ai payé les frais. En vraie justice, je devrais être père du royaume et le plus riche baron de France. Et je le serai, vous m'entendez, Ptolomée? Je le serai. En attendant, il vous a fallu encore de l'argent pour entretenir vos partisans en Artois. Et que ferais-je sans mes amis? C'est grâce à eux que je gagnerai ma cause un jour. Et les armes à la main, s'il le faut. Pour aujourd'hui, je vous ai dit que je tiens Mao. Je la tiens parce que je tiens ses filles et sa cousine. Et que je vais les étrangler. Crac! Comme de malfaisantes belettes. Vous les tenez. Mais encore. Les petites catas ont des amants. Même à moi, monseigneur, vous ne l'apprenez pas. Oui. Mais moi, depuis cette nuit, moi, je sais les noms. En quoi cela peut-il vous servir? Me servir? Ptolomée! La future reine de France et ses belles-sœurs, pincées comme des ribaudes. Les 2 familles de Bourgogne plongées dans cette crotte jusqu'à la gueule. Que vous faut-il de plus? Mao perd tout crédit à la cour. Les mariages sont dissous, les héritages s'évanouissent et les espoirs de la couronne aussi. Et alors, monseigneur? Alors, je retire la reprise de mon procès. Cette fois, j'ai le roi de mon côté et je le gagne. C'est vous qui allez tout révéler au roi? Moi? Il ne m'entendrait pas, non. Quelqu'un qu'il me faut faire venir. Qu'attendez-vous de moi? Un homme sûr et peu voyant. Oh, c'est hors de prix. Pourquoi faire? Pour aller en Angleterre, porter un message. À qui, monseigneur? À la reine Isabelle. Ah bah... Et pourquoi n'envoyez-vous pas un homme à vous, ou bien un chevaucheur de monseigneur de Valois? Parce que dans nos maisons proches de la cour, tout le monde surveille tout le monde. Et que l'on aurait tôt fait de me gâcher mon affaire. Non, j'ai pensé qu'un marchand réussirait mieux ce tour qu'un gentilhomme. Mais essayez encore une fois de vous rendre service. Mon neveu, Bouchon. Ah, joli garçon. Mollet sec, taille mince, des yeux de troubadour. J'imagine que c'est là le messager? Oui. Si le roi Édouard le voit, bougre comme on le connaît, vous risquez fort de ne jamais revoir ce jouvenceau. Demain, dès l'aube, tu pars pour l'Angleterre. Oui, tu te rends à Londres chez notre cousin Albizi. C'est le fournisseur de la reine Isabelle. Albizi t'obtiendra le moyen d'être reçu par la reine et tu lui délivreras, mais à elle seule, le message que Monseigneur va écrire. Monseigneur... Je dicte. Je n'écris pas. J'ai veillé à n'être point doué à ce jeu. Je connais trop de bons garçons qui ont les yeux et la bouche remplis de terre pour avoir rédigé de leurs mains un petit billet de trop. Alors, j'évite. Mais la signature, Monseigneur. La voici. La reine comprendra. À ton tour, banquier. À mon tour de quoi? D'ouvrir ta bourse.
Combien? 500 livres. C'est un prix d'ami. Oh, si Monseigneur veut bien me dicter le billet. Le pont de Londres. C'est quelque chose. Par comparaison, le Ponte Vecchio à Florence, un jouet. Les Anglais sont gens qui savent recevoir. Voilà ce qui vous accueille aux grilles du pont. Une tête, ah oui, oui, une tête humaine, toute sanglante. Une manière qu'ont les Anglais de faire connaître aux voyageurs qu'ils n'arrivent pas dans une ville de tendresse et de fleurettes. La phrase est de notre cousin le signor Albizzi. Qu'importe. J'ai là une grande boîte plate à ferrure de cuivre. C'est votre lettre de créance, m'a dit le signor Albizzi. Et me voilà séant, marchand de pierres précieuses. Confiant notre cousin Albizzi, mais prudent. Lady Le Despencer, voyons un peu les bijoux que nous porte ce jeune Italien. Et si ce sont vraiment les merveilles qu'on dit. Ces bijoux sont fort beaux, en effet. Mais nous n'en avons que faire. Nous ne les achèterons pas, madame. Alors pourquoi votre beau-père m'a-t-il pressé de voir ce marchand? Pour obliger Albizzi, je pense. Et nous devons déjà trop à ce dernier pour acquérir encore. Je sais, madame, que votre époux et tous vos parents avaient si grand souci des deniers du royaume qu'on pourrait croire que ce sont les vôtres. Mais ici, vous tolérerez que je dispose de ma cassette, ou à tout le moins de ce qu'on m'en a laissé. J'imagine que si ces mêmes joyaux étaient présentés à mon époux et aux vôtres, ceux-ci en trouveraient facilement l'usage pour s'emparer l'un et l'autre, comme aucune femme n'oserait le faire. Madame. Oui. Madame, me ferez-vous la grâce de considérer cet anneau et d'en remarquer la ciselure? Ceci me plaît à voir. Avez-vous d'autres objets de la même provenance? Pour vous servir, madame, les prix en sont inscrits ici. Retournez-vous à Paris? Aussitôt qu'il vous plaira de me l'ordonner, madame. Dites alors à Monseigneur d'Artois que je me rendrai en France dans les prochaines semaines et que j'agirai avec lui comme j'en suis convenu. Je dirai aussi à Monseigneur d'Artois qu'il vous récompense de votre peine mieux que je ne puis le faire moi-même en cet instant. Madame, l'honneur de vous voir et de vous servir est pour moi la plus belle des récompenses. Je vous ferai savoir par Albizzi ce que je déciderai concernant cette bague. Adieu. Bon, je quitte l'Angleterre, je galope à travers l'île de France et j'arrive à Naufle-le-Vieux. Une vieille créance que mon oncle Toloméi m'avait chargé d'encaisser sur le chemin du retour. Comment? Moi, Guccio Baglioni, propre neveu du chef de la compagnie, je dois me déranger en personne pour une créance. Et d'abord, qui sont ces châtelains de Cressay qui nous doivent 300 livres? Le père est mort. Bon, paix à son âme. Deux fils, que font-ils? Ils chassent. C'est moi qui vais les chasser, vous allez voir. Combien valent leur château, leur champ? 800, 900 livres? Bon, comment se nomme le prévôt de Montfort? Portefeuille. Ah, c'est un joli nom pour un prévôt. Bon, je vais le quérir, je me rends avec lui chez les Cressay et je fais saisir mon or ou la saisie, telle est ma devise. Comment? Une fille? Quel âge a-t-elle? 16 ans. Elle doit être laide, à faire peur. Comment s'appelle-t-elle? Marie de Cressay. Je viens pour affaire. Mes frères sont là. Et ma mère aussi. Mais pour l'heure, ils se trouvent fort retenus. Non! Messire Portefeuille, vos grands-pères allaient pieds nus dans les ruisseaux et chapardaient nos pommes. Aujourd'hui, vous êtes prévôt et vous prétendez nous piller. Mais Qu'avez-vous fait d'autre, sinon tondre les pauvres gens, tandis que mon époux se ruinait pour la guerre du roi? Il n'y gagnait que meurtrissure. Le domaine lui allait comme il pouvait. Cela ne nous a pas empêchés de payer la taille et les aides. Et au moins on a Dieu. J'accomplis les ordres du roi. Non,
Je ne vous crois pas. Le roi ne peut ordonner de traiter comme des malfaiteurs des gens qui ont la chevalerie depuis plus de 200 années. Laissez-nous du temps, nous paierons par petites sommes. Du temps, je vous en ai déjà donné. Ça n'a servi de rien. Vous devez encore au trésor 300 livres. Ou vous payez, ou je saisis et je fais vendre. Saisissez, c'est la famine. Vendez, c'est la mort. Les ordonnances sont les ordonnances. Je saisis. Saisir? Il n'a que ce mot-là à la bouche. Que lui devez-vous, au juste? Je ne suis guère informée de ces choses, mais je crois qu'il s'agit de la taille de mutation après le trépas de mon père. Et c'est à ce titre qu'il vous réclame 300 livres? Oui. Et nous lui en avons déjà payé 300. Hein? Oui. Nous les avons empruntés à un coquin banquier. À Lombard, je crois. Messire Prévost. Oui? Ne seriez-vous pas un peu en train de voler? Mais qui êtes-vous? Souhaitez ne pas la prendre trop vite si par malchance vos comptes n'étaient pas justes. Il se trouve que j'ai moi aussi quelques raisons de m'intéresser à l'héritage du sire de Crécy. Voyons un peu. À combien estimez-vous ce domaine? Mais ça ne vous regarde pas? Moi aussi. Ça me regarde. Je vais appeler les sergents. N'en faites rien. Vous parlez d'un homme qui, voilà 5 jours, était l'hôte de Madame la Reine d'Angleterre, et qui, si le caprice lui prend, peut faire savoir demain à Messire Enguerrand de Marigny comment se comporte son prévôt de Montfort. Alors, Messire, que vaut ce domaine? Crécy est porté à l'estimation du bailliage pour 3000 livres. Tiens, on estime diablement cher dans votre bailliage. Mais il y a les terres. Le tout en vaut 900, au mieux compté. Si l'on parlait à présent du taux de la taille de mutation dans votre bailliage. 4 sols la livre. Oh, compliment. Vous mentez gros, messire Portefruit. La taille est de 2 sols pour les nobles en tout bailliage. Vous êtes de mon avis? Il faut recommencer les comptes. Non, mais Bon. Nous disons 900 livres le domaine, c'est au plus haut. Les droits sont de 2 sols la livre, si je compte bien tout additionné, principal et intérêt. Cela ne peut guère dépasser 100 livres et quelques sols. Bon, disons 100 livres. Il convient donc, messire, que vous nous en rendiez 200 qui ont été encaissés à tort. Quoi? Rendre de l'argent à un collecteur d'impôts? Mais vous n'y comptez pas. C'est bien un Portefruit, votre nom. Bon, demain, messire Enguerrand de Marigny sera instruit de votre façon de faire les comptes. Une très vilaine façon, messire Portefruit. Qui êtes-vous, messire? Vous à qui nous devons tout? Je m'appelle Guccio Baglioni. Je suis le neveu de la banque Tolomei. Et je viens pour la créance. Messire, vous nous ferez bien l'honneur de partager notre maigre repas. Il faut avoir de bien puissantes raisons pour entreprendre un aussi périlleux voyage. Oh, quand on est attendu à la cour d'Angleterre. Vous avez vu la reine? De plus près que je ne vous vois. Madame Isabelle? Isabelle de France? En personne. Dans son privé. J'avais un message secret à lui remettre. Marie avait une façon de m'écouter, les lèvres entr'ouvertes comme une grenade mûre, qui me donnait envie de parler encore. Et le lendemain matin, Vous êtes venu. Vous êtes enfin venu. « 4 avril
1314. La date vaut d'être retenue. Pour une belle journée, c'en est une. Ce matin-là, à une demi-lieue en avant de Clermont-de-Loise, Monseigneur de Poitiers, second fils du roi de France, et son oncle, Monseigneur de Valois, viennent accueillir au nom du souverain leur sœur et nièce, Isabelle d'Angleterre. Ils ne sont pas les seuls. Au premier rang, regardez, les aumônières. Oui, les frères Daunet. Souriez, mes gentillets, en pensant au beau sein de vos dames. Je gage que vous n'y toucherez plus. Et respirez bien le jour qu'il fait. C'est l'un de vos derniers. Vous êtes décidément plus belle, madame, chaque fois qu'on vous voit. Madame, voici messire Gauthier, Philippe Daunet, les plus loyaux écuyers de votre frère et de votre oncle. Voyez, madame, pour venir vous accueillir, ils ont mis leur plus belle parure. Ils sont un peu mes protégés. Vous vous tenez toujours dans cette pièce, père? Oui. C'est ici, à Maubuisson, que je prends conseil de moi. Mon père, Oui. je suis malheureuse. Est-ce pour m'informer de ceci que vous avez entrepris ce long voyage? Si ce n'est à mon père, à qui dirais-je que je n'ai pas le bonheur? Le bonheur. Où donc avez-vous pris, ma fille? Que le bonheur soit affaire de roi. Oui. Je suis reine. Et croyez-vous que l'on me traite en reine là-bas? Ignorez-vous à quel homme vous m'avez mariée? Je ne vous ai pas marié à un homme, mais à un roi. Un roi qui déserte mon lit dès le premier jour. Un roi qui m'a fait un enfant par miracle. Un roi qui me fuit comme une lépreuse. Qui accorde non pas même à des favorites, mais à des manants les ardeurs dont je suis privée. Je ne vous ai point sacrifié par erreur, Isabelle. Est-ce à vous que je dois apprendre ce que nous devons à nos États, et que nous ne sommes point nés pour nous laisser aller ainsi à nos douleurs de personne? Serait-ce donc vrai que vous n'avez pas de cœur? Savez-vous qu'on vous appelle le roi de fer? Quoi? Vous aussi? Le roi de fer. Tant mieux si j'ai bien su cacher mes faiblesses. Le pouvoir est une chose amère, Isabelle. Depuis 9 ans, depuis la mort de votre mère, je le paie de solitude et de rigueur. Pourquoi êtes-vous venu? Mon père, Allons, dites tout. je suis venu, mon père, parce que mes frères ont épousé des garces, que je l'ai su, et que vous m'avez appris à être comme vous, âpre, à défendre l'honneur. Connaissez-vous le jeune messire Gauthier Daunet?
Ils sont deux frères que je confonds toujours. Leur père fut avec moi en Flandre. Celui dont vous me parlez a épousé une Montmorency. Il est à mon fils Poitiers, comme écuyer. Il est surtout à votre bru, Blanche, mais de plus galante façon. Quant à son frère Philippe, qui est à mon oncle Valois, celui-là est à Marguerite. Marguerite, que vous avez choisie pour être un jour reine de France. Marguerite que l'on pourra bientôt appeler Marguerite la putain. Vos preuves, Isabelle. Ah, messire Enguerrand de Marigny, que je suis aise de vous voir. J'ai conduit mon frère et mes fils, mais vous êtes toujours le bienvenu. J'avais grand désir, oui, grand désir de... Beaumont, Comminges? Inutile d'appeler vos dames. Vous le voyez, je ne suis point venu seul. Vous dites souvent que votre belle-sœur ne vous aime point. Pourtant, je viens d'apprendre qu'elle vous fait de beaux présents à mon insu. Voulez-vous me montrer ces aumônières que vous avez reçues d'Angleterre? Eh bien, mes filles, pourquoi ne répondez-vous pas? J'ai laissé mon aumônière à Paris. Moi de même. Moi aussi. Vous saviez pourtant que la reine, votre belle-sœur, venait à Maubuisson. Et vous ne lui avez pas fait la grâce de les porter. Puisque ces aumônières sont à Paris, quoi de plus simple, nous allons envoyer 2 écuyers les prendre sur le champ. Allez quérir messire Philippe et Gauthier d'Aunay. Où sont donc vos époux? Dans la salle d'armes, sire, mon père. Mon père, ces gentilshommes semblent avoir prévenu votre souhait. Ils apportent, pendus à leur ceinture, les aumônières que vous demandiez à voir. Pouvez-vous me faire connaître comment ces écuyers se trouvent pourvus des présents que vous a fait votre belle-sœur? Garde! Au roi! Appelez votre capitaine! Messire Alain, saisissez-vous de ces 2 écuyers. Au cachot et au fer, ils auront à répondre devant ma justice. Sire. Il suffit. C'est à messire de Nogaret que vous devrez parler à présent. Les princesses seront gardées ici par vos hommes jusqu'à nouvel avis. Défense à elles de sortir. Défense à quiconque, à leurs servantes, à leurs parents, et même à leurs époux de pénétrer dans cette pièce ou de correspondre avec elles. Vous m'en répondrez. Viens, Isabelle. Allons, messire. Prions Dieu, Philippe. Tout est fini. À présent, je peux bien le dire, Lormay. Quand j'ai commencé de monter cette belle machine, je tremblais qu'elle ne se brisât comme les autres. Mais cette fois, Dieu était avec l'Artois. Et maintenant, Ansel, à Paris, chez ma tante Mao. Je veux que cette chienne trop grasse apprenne son malheur de ma bouche. Je veux qu'elle vienne à Pontoise. Je veux qu'elle aide à sa ruine en allant braire devant le roi. Et tu sais quoi, Lormay? Je veux qu'elle en crève de dépit. Nous, Guillaume de Nogaret, chevalier secrétaire général du royaume, par la grâce de notre bien-aimé sire, le roi Philippe IV, avons sur l'ordre dissoluit, oui sous la question, donné avec l'assistance des tourmenteurs de la prévôté de la dite ville, des sires Gauthier d'Aunay, bachelier de Monseigneur Philippe, comte de Poitiers, et Philippe d'Aunay, écuyer de Monseigneur Charles, comte de Valois,
considérant avoir suffisamment éclairé la cause et la voix des prisonniers devenant inaudible, nous avons décidé de clore la question pour en faire rapport au roi, notre sire. Messire Guillaume, il nous reste à juger. Nous allons le faire. Ensuite, vous détruirez ceci, afin qu'il n'en demeure trace que dans le secret de nos mémoires. Mon épouse, ma Blanche, avec un autre homme, ensemble mêlés dans les mêmes draps. Charles, vous avez été un bien faible époux. Feignez au moins en cet instant d'être un prince fort. Par le sang-Dieu! Il se passe d'étranges choses dans le royaume jusque sous le toit du roi. Voilà les princes de France occupés à discourir de vertu comme des paysans de Beauce dont on aurait engrossé la femme. Tout se tient. Ou plutôt, tout se défait. De beaux esprits, mariniers en tête, n'ont eu de cesse de mettre à bas le bon droit féodal et d'agenouiller la chevalerie. Étonnons-nous, après cela, mon frère, qu'il suffise de 2 cavaliers pour culbuter vos brus et faire porter des cornes à vos fils. Un de ces écuyers appartient à votre hôtel, mon frère. Tout comme l'autre est bachelier de votre fils. J'ai été dupe, soit. Je le paye assez cher. Raison de plus pour agir vite et fort. Il n'est pire crime de vassal que le rapt d'honneur sur la femme de son suzerain. Que perdons-nous tout ce temps avec ses frères donnés? Considérez-les pour morts, mon frère. Ce qui nous reste à régler, c'est le sort des princesses adultères. Parlez, Louis. Une bâtarde. Voilà ce qu'on va bientôt dire de ma fille. Une bâtarde. Il suffit. Et pourquoi ne pas le crier si c'est vrai? Pour éviter qu'on le répète. Louis, veuillez seulement dire votre conseil sur le châtiment qu'il faut réserver à votre épouse. Qu'on lui ôte la vie, à elle et aux 2 autres. Toutes 3. La mort, la mort. La mort! La douleur vous égare, Louis. Jeanne a fort démérité en servant les coupables entreprises de Marguerite ou de Blanche. Mais Nogaret n'a pas obtenu de preuve qu'elle n'ait trahi. Faites-la donc tourmenter par lui et vous verrez si elle n'avoue pas. Elle a aidé à souiller mon honneur et celui de Charles. Si vous nous aimez, vous lui ferez même mesure qu'aux 2 autres. Si nous devenions sérieux, Louis. Votre honneur m'est cher, mais la comté France ne me l'est pas moins. Vous avez la Navarre en propre, qui vous vient de notre mère. Vous êtes déjà roi, et vous aurez le plus tard possible, à Dieu plaise, la France. La mort de Blanche ne vous ôte rien, vous êtes justicier à bon compte. Moi, je n'ai que Poitiers que notre père m'a donné, je ne suis même pas père de France. Tout le reste, je le tiens de Jeanne, ma femme. Je suis comte palatin de Bourgogne et sire de Salins, dont les mines de sel produisent le plus gros de mes revenus. Et tout cela par mariage. Voilà qui incline à la clémence. Alors, votre conseil? Que Jeanne soit close dans un couvent pour le temps que se fasse l'oubli, mais qu'on n'attente pas à sa vie. Vous, mon frère? Mon neveu a raison. Tant devant Dieu que devant le royaume. La mort est chose grave qui nous sera pour chacun grand tourment, et que nous ne devons pas décider pour autrui dans la colère. Charles, mon frère? La mort serait une faute. Le couvent, un châtiment trop doux. La forteresse à vie. Pour les 3. Charles? Blanche, comment a-t-elle pu? Elle me répétait sans cesse qu'elle m'aimait. Et elle me le prouvait. Elle me le prouvait, je le jure. Charles, que faut-il faire de votre épouse? Je ne sais, mon père. Je suis perdu. Je veux partir. Je veux entrer dans un couvent. Ton conseil, Isabelle? Une femme qui a failli doit être écartée de transmettre le sang des rois. Et le châtiment doit être connu du peuple, afin qu'il sache que le crime d'une fille de roi est puni plus durement que celui d'une fille de serf. C'est bien pensé.
justice sera rendue avant vêpres. Madame ma tante, tout est perdu. Avez-vous perdu, Robert? Un autre procès? Oh, je ne ris pas, ma tante. Le moment est malvenu. Nous sommes dans la main du roi. Loup sauvage, grand loup cruel et faux. Qu'est-ce que tu manigances encore? Thierry! Ce que je viens vous annoncer, ma tante, est destiné à vous seul. Il touche à notre honneur. Tu peux tout dire devant mon chancelier, il partage mes secrets. Certains ne vont-ils pas jusqu'à dire qu'il partage aussi mon lit? Mon neveu a, paraît-il, un grave malheur à nous apprendre. Hélas. Ma tante, nous avons eu ensemble des différends. Dieu m'est témoin que je vous ai souhaité tout le mal possible. Mais pas cela. Pas cela qui touche à l'honneur. Diable, pour la première fois, tu m'inquiètes. Il faut que tu sois bien sûr de ton coup pour faire ainsi durer le plaisir. Eh bien, parle. Tu meurs d'envie que je te le demande. Ma tante, vos filles, mes cousines, sont convaincues d'adultère et arrêtées sur l'ordre du roi. Et Marguerite avec elle. De qui tiens-tu cette fable? De moi-même, ma tante. Ça s'est passé à Maubuisson, à la nuit tombée. Toute la cour en a été témoin. Ont-elles avoué? Elle, je ne sais pas. Mais les deux frères Daunet sont en train de le faire à leur place. Entre les mains de votre ami Nogaret. Ma tante, j'ai fait en pleine nuit les 10 lieues de Pontoise à Paris. Croyez-vous encore que ce soit de mauvais sentiments qui m'animent? Veux-tu manger? Les garces! Après ce que j'ai fait pour elles, les mariages que je leur ai arrangés, se faire pincer comme des ribaudes, eh bien qu'elles perdent tout. Qu'on les enferme, qu'on les empale, qu'on les pende. On l'a fait, c'est bien mal vous remercier de toute votre peine. Robert! Ne joue pas les bonnes âmes! Dieu ne t'a pas équipé pour ça! Béatrice! Béatrice! Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Oui, madame, j'étais derrière la porte. Comme de coutume. C'est la nièce de Thierry, j'en ai fait ma première demoiselle de parage. Avant, elle m'épiait, maintenant, elle me surveille. Belle gueuse. Il faut que j'aille à Pontoise sur l'heure. L'heure est passée, ma tante. Faut que je les voie, que je leur souffle ce qu'elles doivent répondre. Elles sont au secret. Alors je parlerai au roi. Fais hâte les manitières et c'est les 6 chevaux, nous partons sur le champ. Depuis quand duraient ces manèges? 4 ans. 4 ans. Avoir fait des filles, hein, presque des reines. Avec sa chair, son sang, sa patience, sa duplicité, sa haine. Et tout ça pourquoi? Que des écuyers de rencontre les déshabillent en un tournement de la Comté-Franche, de la Navarre, de la France, de la Pairie, que sais-je encore. Et les cornards, les fils du roi, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là? Hein? Au lieu d'aller regarder dans le lit de ces ribaudes. Je sens ta joie, mon neveu, comme tu te montres bien. Hein? Prompt à mordre, vif à tirer à toi. Rapace et lourd, avec des tripes et du beau sang qu'on gaspille. Nous sommes de même race, ma tante. Ne te forge pas de rêve, mon démon. Les blés de l'Artois ne sont pas encore entre tes pattes. L'édite Marguerite, épouse de Monseigneur le roi de Navarre, et Blanche, épouse de Monseigneur Charles, seront emprisonnés dans la forteresse de Château-Gaillard. Et ce... Dieu soit loué, j'arrive à temps.
crois juste quelque affaire de sorcellerie. Ou de sodomie, ma tante. Et ce, pour le restant des jours qu'il plaira à Dieu de leur accorder. Aussi, Dame Jeanne, comtesse palatine de Bourgogne, épouse de Monseigneur de Poitiers, étant établi les complaisances coupables qu'elle eut, sera enfermée dans le donjon de Dourdan, pour autant qu'il sera nécessaire à sa repentance et qu'il plaira au roi. Aussi, les sires Gauthier et Philippe d'Aunay, ayant forfait à l'honneur et trahi le lien féodal en commettant l'adultère avec personne de majesté royale, seront roués, écorchés vifs, châtrés, décapités et pendus au gibet public de Pontoise au matin du jour à suivre celui-ci. Ainsi notre très sage, très puissant et très aimé roi, notre sire, en a jugé. C'est ce chien qui a tout fait, ce chien. Non, madame. Le roi n'autorise que ses fils, s'il le désire. Ses fils seuls. Je ne savais pas. Je ne voulais pas, Charles. Ma mère, dites à Charles que je ne voulais pas, que je l'ai toujours aimé, qu'il m'accorde pitié, qu'il ne m'oublie pas. Charles! Charles! Point de faiblesse, Charles. Restez prince. Point de faiblesse, Charles. Point de pitié. Écoutez-la, elle est plus homme que son frère. Même avec nos crânes chauves et les traces rouges du rasoir, nous sommes encore femmes. Pas elle. Elle n'a pas d'entrailles, pas de cœur, pas de sein, rien. De la glace, là où nous avons de la chaleur. Sans elle, vous n'auriez rien appris. Mais elle vous hait comme elle me hait, comme elle nous hait tous. Dieu vous pardonne vos crimes. Il me pardonnera plus vite mes crimes qu'il ne fera de toi une femme heureuse. Je suis reine. J'ai un sceptre, un royaume que je respecte. Et moi, j'ai eu le printemps. L'amour d'un homme. Sa chaleur. Son odeur. Sa force. C'est bon, tu sais, un corps de garçon sur le sien. Faites la terre! Demande à Édouard que tu es éloigné du corps des femmes. Il sait, lui, comment c'est fait un homme. Emmenez-la. Non, Isabelle. Tu n'as rien à dire à messire de pareil. Je l'ai déjà commandé. Je le commanderai peut-être de nouveau quelques jours. Il souffrira bien encore une fois de partir à mon ordre. L'aube fut lente à venir. D'abord, il a fallu nettoyer les sujets. On supplie si propre chez nous. Un petit coup d'eau de vie, ça leur fait mieux battre le cœur, ça leur colore les joues et puis en route. 1 heure de beau spectacle en échange de 2 vies d'hommes. Qu'est-ce que c'est qu'une vie d'homme? L'époque est rude, sacrément rude. 1 femme sur 2 crève en couche, 2 enfants sur 3 trépassent au berceau. Et les hivers de famine et les années de peste. Est-ce que Dieu est économe de la mort? Roué, écorché vif, châtré, décapité. Je pense que nous avons bien jugé. Et les princesses? Elles ont assisté au supplice, chacune de son chariot, comme vous l'aviez ordonné. Où va leur royaume? Mes fils n'ont point d'héritier. Ils en auront s'ils reprennent femme. Ils ont femme devant Dieu.
Le pape peut les en délivrer. L'adultère n'est pas un motif d'annulation, sire. Je ne puis donc m'en remettre qu'à d'éventuels veuvages pour assurer ma lignée. Que n'avez-vous fait exécuter vos brus, sire? 2, tout au moins. Pour m'aliéner les 2 Bourgognes, la succession au trône est certes chose importante, mais rien ne l'est davantage que l'unité du royaume. Sans nul doute, sire. Messire Guillaume, vous allez vous rendre auprès du pape Clément. Vous lui représenterez qu'une union de rois n'est pas une union d'hommes ordinaires. J'y emploierai mon zèle, sire. Mais ne doutez pas que la duchesse de Bourgogne mette tout en œuvre pour nous faire obstacle auprès du Saint-Père. Le Saint-Père nous doit tout. Et d'abord sa tiare. Le moment est venu qu'il s'en souvienne. Un chevaucheur, sire. Il semble avoir parcouru un long chemin. De qui vient-il? Je ne distingue pas ses armes. Sire, il conviendrait aussi de chapitrer Monseigneur Louis, afin qu'il n'allât pas, par quelque démarche inopportune, gâcher sa propre affaire. J'y veillerai. Un messager de Carpentras, sire. Il demande à être reçu par vous-même. Qu'il vienne. Le courrier du pape? Sire, le pape Clément est mort. Le pape que nous avions fait est maintenant à Dieu. Quand a-t-il passé? Voilà 6 jours francs, dans la nuit du 19 au 20. Un mois après. Oui, sire. Un mois après. Comment est mort notre Saint-Père? Sire, le pape Clément était chez son neveu, lorsqu'il fut pris de fièvre et d'angoisse. Ses physiciens ont tout essayé, jusqu'à lui faire manger de l'émeraude pilée en poudre. Mais rien n'y a fait. L'étouffement l'a pris sur la route de Guyenne, à Roquemort, où il voulait se rendre pour mourir. Ses cardinaux étaient tout autour de lui. Va. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits, maudits, vous serez tous maudits, jusqu'à la 13e génération de vos races. La comtesse Mao s'était prise de haine pour Guillaume de Nogaret, qu'elle croyait l'artisan de la perte de ses filles. Sa demoiselle de parage, Béatrice d'Hirson, allait par moyen de sorcellerie l'aider à se venger. Elle connaissait un ancien templier. Soyez la bienvenue, noble dame. Je viens vous payer la dépense de l'hôtel d'Artois. Que voilà une bonne action, en un temps où les gens sont si vilainement méchants. Méchant, pourquoi? Au sujet de la reine de Navarre. Et que disent-ils? Ce n'est pas un amant qu'on lui prête, mais 10, mais 50, un par soirée. Et le pauvre prince Louis. On répète partout qu'enfermé dans le château de Nesle, il tourmente ses serviteurs pour leur faire avouer ce qu'ils savent. Et qu'après, on expédie les corps à la Seine. Voyons. Cela fait 4 livres 8 sous et 4 deniers pour la maltote. J'ai compté 6 livres. Vous voulez sans doute voir votre protégé. Maître Évrard,
Je vous laisse une petite heure. Tu vois, mon château, mes domaines, la commanderie du chevalier. Et voir. Cela vaut tout de même mieux que la mort. Toi, tu vaux mieux que l'éternité. Toi, tu m'as recueilli, tu te souviens, fuyant, la veille d'être brûlé, et ma jambe broyée pour me faire avouer que je ne m'étais consacré au diable. Ça n'était pas vrai? Maintenant, c'est vrai. Tu n'as plus la foi. Non. C'est mieux. J'ai la haine. Le pape Clément. Un de crever, déjà. Hein? La main de Dieu frappe vite. Oui, mais l'autre vit, celui à qui tu dois ton pied brisé. Margaret. N'est-ce pas ici qu'il se sert en chandelle? Oui. Je sais le moyen de faire des chandelles qui tuent. Une poudre qu'il suffit de mêler à la cire. Pourquoi désires-tu le tuer? Les Templiers ne sont pas seuls à haïr. Alors il ne faut pas tarder. Le neveu du grand maître, Jean de Longwy, a juré de venger Messire de Molay. J'ai reçu un message. Je dois me tenir prêt à rejoindre les autres à Langres. Quand pourrais-je avoir cette poudre? La voici. De la cendre. Celle de la langue d'un homme que Nogaret a fait périr et que j'ai mise à dessécher dans un four. À minuit, pour appeler le diable. J'y ai mêlé du serpent de Pharaon. Si on respire la flamme 1 heure, on meurt. Viens. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons. Comment faisais-tu quand tu étais Templier pour rester chaste? Pourquoi te donnes-tu à moi? Je ne suis plus jeune. Je ne suis plus beau. Je ne suis plus riche et je boite. Et je suis capable de tout. Et pourquoi? Parce que tu es capable de tout. De profundis clamaviate domine, domine exaudi vocem meam, fiantor estue intendantes, in vocem deprecationis me, sin equitates observaveris domine, domine qui sustine, qui apud te propitiator est, et propter legem tuam sustinuit te domine, sustinuit anima mea in verbo eius, speravit anima mea in domine, et custodiam matutinausque ad noctem, speravit Israel in domino, qui apud domino misericordia, et copiosa apud eum redemptio, et ipse redemet Israel. Avec la mort de Nogaret, Philippe le Bel parut avoir pénétré dans un pays où personne ne pouvait le rejoindre. La prophétie du grand maître ne quittait guère son esprit. Le printemps réchauffait la terre et les maisons, Paris vivait dans le soleil, mais au Louvre, le roi était comme exilé dans un hiver intérieur. L'été passa ainsi, puis vint la journée du 4 novembre. Ce jour-là... Dis ce que tu as vu hier, dans la forêt de Pont-Sainte-Maxence, pendant la chasse de notre sire, le roi Philippe. Enfin, dis-le. Le miracle? Oui. Eh ben voilà, je l'ai vu, la croix, entre les bois du cerf. Une croix d'argent toute scintillante dans le soleil. On n'était que tous les deux à regarder ça, lui et moi. Lui, le roi, ben, je l'ai reconnu tout de suite, tiens, pardi. C'est lui qui m'avait affranchi, en même temps que les autres serfs du comté.
C'est des choses dont on se souvient, ça. C'est pas ça qui est important. Si, c'est important. C'est pour ça que je l'aimais. Tremblant comme une feuille, qu'il était notre sire. Pas de peur, non. De fièvre, on aurait dit. La croix d'argent brillait entre les bois du cerf. Elle aveuglait, je le jure. Notre roi l'a regardé. Il a lâché les rênes. Il a essayé d'appeler. Rien, rien. Pas une parole, pas un son. Tout d'un coup, il est tombé. Raide, foudroyé, comme un arbre. La croix. C'était 2 branches mortes, sire, que le cerf avait accrochées dans quelques sous-bois et qui, givrées, luisaient au soleil. Ramené pour mourir à Fontainebleau, où il était né, le roi erra en lui-même comme un voyageur égaré. De la cour, la nouvelle courut les provinces. Partout, on eût dit que la France s'agenouillait devant la grande statue abattue. Où sont mes victoires? Qu'ai-je fait qui soit assuré de durer après moi? Nous avons fait canoniser mon grand-père, le roi Louis, par le pape Boniface. Était-il vraiment un saint? Un saint est un bel ornement dans une famille royale. Et les Juifs? N'en avons-nous pas trop fait brûler? Ce sont créatures humaines, souffrantes et mortelles comme nous. Dieu ne leur donnait pas. L'œuvre était sainte, puisque le royaume avait besoin de leur richesse. Rien n'est grand, sire, qui n'ait sa part de doute. Vous avez régné grandement. D'un royaume partagé, vous avez fait un pays qui commence à n'avoir qu'un seul cœur. Partout on crie. Partout on se plaint du renchérissement du blé et de la modicité des salaires. Et ceux qui crient ne peuvent pas comprendre que ce qu'ils réclament et que je voudrais leur donner dépend du temps et non de ma volonté. Sire, ne leur demandez pas de comprendre. Ils cesseraient vite d'obéir. Le peuple, jamais unanime, sauf dans l'ingratitude. Soudain, un soir, Philippe le Bel éprouva de nouveau sous le crâne ce terrible éclatement noir et cette chute dans les ténèbres qu'il avait connue dans la forêt de Pont-Sainte-Maxence. Cette fois, quand il rouvrit les yeux, il n'y avait plus ni cerf ni croix, mais une large forme blanche penchée sur lui. Frère Renaud, ai-je dit ma confession? Oui, sire. Avant-hier. Une belle confession qui a fait notre grande admiration et qui fera celle de tous vos sujets. Vous avez déclaré que vous n'aviez point à implorer pardon des morts que vous avez ordonnés, parce que la foi et la justice se doivent assistance. Vous vous êtes repenti d'avoir harassé votre peuple, et surtout votre sainte Église, de trop d'impôts. J'ai dit cela. J'ai dit cela. Louis. Pesez, Louis, ce que c'est que d'être le roi de France. Philippe mort, on essaya par 3 fois d'abaisser ses paupières. En vain. Elles se relevaient d'elles-mêmes. On dut couvrir d'un bandeau le regard de ce monarque qui entrait les yeux ouverts dans l'éternité. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi
Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudit, maudit, vous